Hello, c'est Magali Zarka et aujourd'hui je reçois Valentina Dizrin et franchement, cette femme est incroyable. Donc restez avec nous. Salut Valentina. Salut Magali. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Franchement, je me sens privilégiée d'être dans la même pièce que toi et de pouvoir te poser toutes mes questions. Merci. J'ai créé ce podcast pour prouver aux femmes que c'est possible de réussir, même si t'es pas prédestinée à l'être. Je pense que tu as un super exemple pour ça. Est-ce que tu es d'accord déjà avec ça? Oui, aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on pense qu'on n'est pas prédestiné à l'être. C'est à nous de savoir ce qu'on va faire dans notre vie. C'est une décision pour toi d'aller vers ce genre de choses, de dire j'ai décidé de finalement être la personne que j'ai envie d'être? Je pense que oui, tout à fait. Oui. J'ai dû faire un travail sur moi aussi, parce que bien entendu, pourquoi on dit que c'est la croyance limitante qu'on ne peut pas être plus grande que les autres, plus maigre que l'autre, je ne suis pas plus riche que quelqu'un d'autre, qui avoir plus de chance, on dit, ou d'autres. Non, mais c'est nous qui nous créons, et puis c'est souvent les croyances limitantes qui nous empêchent en fait d'aller au-delà de où on peut aller. Yes. Si tu devais décrire ton parcours en 3 mots, ça serait quoi? Persévérance, travail et la détermination. Ok, ça serait pour décrire ton parcours. J'aurais pas choisi ces mots-là. Ah oui? Oui, pour résumer en fait qui tu es, je pense. Oui. Mais pour ton parcours, si la persévérance, c'est sûr, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus d'où tu viens et où tu es aujourd'hui? Et est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi finalement? Alors, je viens de l'Union soviétique, en fait, je suis russo-ukrainienne d'origine. Et je suis née dans un pays socialiste, tu sais, où tout le monde doit être égaux, c'est ça on dit. Et finalement, le piège de cette histoire, c'est que c'est pas du tout vrai. C'est que c'est pas parce que tu es socialiste que tu n'as pas d'argent ou tu profites pas de pouvoir, en fait. Mais c'est vrai que mon enfance, c'était très différent de ce que mes enfants vivent aujourd'hui. Bon, peut-être toi aussi, tu me diras. Mais c'était vraiment... c'était très différent. En fait, on ne parlait pas de l'argent, on ne parlait pas spécialement de réussite. Par contre, on devait tous être champions. Puisqu'à l'Union soviétique, tout le monde faisait le sport, on faisait le piano, obligatoirement, les filles. Et tout ce qu'on faisait, c'était toujours une compétition. Compétition. Et tout le monde voulait gagner. Je pense que ça vient de là un petit peu. Et par la suite, en fait, je joue du piano, puisque la grand-mère, elle rêvait que je sois pianiste, avec ses diamants. Et oui, ils m'envoyaient sur scène avec ses diamants. C'est complètement ridicule, mais c'est comme ça. On fait ça avec les enfants. Attends, parce que quand ma fille faisait après le patinage artistique, et qu'à un moment, j'ai compris qu'en fait... Un jour, elle m'a dit, mais en fait, je détestais. Moi, je pensais que toujours qu'elle adorait. Mais finalement, je pense que c'est moi, avec petite fille, qui rêvais de le faire. Et finalement, c'est Lara qui a ramassé. Donc, on répète ces schémas. Quand on n'est pas dans le développement personnel, on ne sait pas, on ne connaît pas. Donc, forcément, voilà. Donc, moi, je faisais l'escrime par la suite. Donc, j'ai arrêté le piano et je faisais l'escrime. J'adorais ce sport, qui est un sport très tactique, super intéressant, où il faut avoir beaucoup de patience, qui n'est pas été toujours mon cas. Donc, j'ai beaucoup appris. Et j'étais professionnelle sportive en Russie. Je faisais l'escrime pour l'Armée rouge. J'étais militaire professionnelle, en fait. Il fallait être militaire pour pouvoir défendre le drapeau de l'Armée rouge. Comme tous ces hockeyeurs CSK et tous ces, des sportifs d'élite en Russie, ils sont aux militaires, aux policiers, aux que sais-je, tu vois. Donc, c'est un petit peu une histoire comme ça. Et voilà. Et à 26 ans, je suis venue en Suisse, par hasard, complètement. Et j'ai décidé d'y rester. Je ne vais pas raconter ici l'histoire pourquoi et comment, mais voilà, j'ai décidé de rester, en sachant que j'avais 26 ans et je ne parlais pas un mot ni de français ni d'anglais. Et du coup, il fallait s'adapter. S'adapter, ça finit par les abattoirs de Lausanne, où je faisais les emballages. Incroyable. Les emballages, je vous dis pas, c'est un truc assez intéressant. J'étais la reine de Transpalette. En fait, je courais aux abattoirs avec mes transpalettes et tout, je cassais le boulot. Je pense que mon patron, il était super gâté parce que j'ai tellement travaillé. Je faisais le travail de 3 personnes.
Parce qu'en plus, j'étais sportive, donc j'avais de la force, la volonté, puisque tout ce que je fais, je le fais avec plaisir. Et puis, en plus de ça, ben, voilà, c'était un peu, j'ai pris ça comme une étape dans ma vie, et pas comme... je me suis pas mis dans une position de victime, voilà, c'est pas ma place. Beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment les filles, qui diront ah non, moi je suis universitaire, j'ai fait déjà mon université, j'étais sportive d'élite, c'est pas du tout de mon rang de faire ça. Et là, j'ai envie de dire à toutes ces filles que non. Parfois dans la vie, tu sais ce qui est intéressant là maintenant, je pense, quand en Russie, il y avait une révolution en 1917, quand justement les communistes ils sont venus pour changer le système pour les socialistes. En fait, ils ont chassé beaucoup de personnes qui avaient de l'argent. Et il y a des familles. Bien sûr, puisque les riches sont méchants, n'est-ce pas? Donc, ils étaient chassés, etc. Et donc, beaucoup de familles, elles ont dû quitter le pays pour pouvoir s'installer ailleurs. Et ces femmes nobles, il y a eu une grande vague qui est partie à Istanbul. Et ces femmes nobles, comme elles savaient à l'époque, les filles, on les apprenait coudre, tricoter, faire des choses, travailler de ses mains. Elles ne sont pas gênées. Elles ont travaillé. Elles savaient qu'il fallait... voilà, il ne restait plus rien. Et je pense que c'est ça aussi la mentalité de riche, finalement. C'est de se dire que ben, c'est pas grave, c'est un moment comme ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? Pour moi, la personne, on parle souvent de l'argent, on oublie un peu le travail derrière. Et je pense que vraiment, la vraie réussite, c'est beaucoup de travail derrière. Voilà. Donc, moi, je suis atterrie là, j'ai fait quelques années aux abattoirs de Lausanne, jusqu'à je me suis pris un chariot de jambon, 1000 kilos, là, enfin une tonne là, sur le visage. Et là, je me dis stop. J'avais fait déjà les cours d'allemand, les cours de français, j'ai assez vite appris le français. Bon, je veux dire qu'aux abattoirs de Lausanne, on ne parlait pas spécialement le français de Sorbonne. Hein. Mais ça allait quand même. J'ai dû après reprendre un peu, ajuster un peu mon français, parce que c'était quand même pas mal de mots un peu, voilà, bizarres. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, parce que mon conjoint il commençait à acheter les immeubles aux enchères. Et je commençais à m'intéresser. Et à savoir que la première année, l'université que j'ai fait à Saint-Pétersbourg, c'était une université, comme on appelle ça, technique. En fait, donc, j'ai fait le dessin technique, j'ai fait, comme les ingénieurs, c'est la base pour les ingénieurs, en fait. Donc, moi, j'avais cette base que par la suite, j'utilisais dans mon métier qui était l'immobilier, la construction, etc. Et en plus de ça, je pense que j'ai l'œil, en fait, j'ai un don. Donc, j'ai très vite... voilà, j'adorais ça. Je transformais. J'adore d'ailleurs, je pense que je préfère transformer que construire, même si j'aime bien aussi construire. Mais quand tu transformes quelque chose qui existe déjà, tu utilises l'âme, en fait, de l'objet. Parce que pour moi, un objet immobilier, il a aussi une âme. Et tu l'habilles, en fait. C'est comme on a parlé tout à l'heure de quelqu'un qu'on doit reloquer, quelqu'un que ma cliente m'a demandé est-ce qu'on travaille sur ma présentation, sur mon physique, etc. C'est exactement la même chose. Donc pour moi, vraiment, tous ces métiers, et notamment l'immobilier, la beauté de l'immobilier, souvent on parle de l'immobilier, c'est d'acheter ou de vendre et toucher la commission, la com, tu vois, combien elle a touché. Mais au fond, c'est quand même, il y a beaucoup de... C'est très vivant comme métier. Très intéressant. Donc voilà, je commençais comme ça, j'ai atterri là-bas et je commençais à faire le développement immobilier. J'ai fait une grande formation de régisseur et de courtier en immeuble. C'est une formation pour les directeurs des agences. Et par la suite, j'ai fait le brevet fédéral de courtage et j'ai ouvert une agence immobilière où je travaillais, j'avais surtout les objets de luxe spécialisés à la vente aux étrangers, comme on dit en Suisse. Donc, on est passé des abattoirs au luxe. Quoi. Exactement. On passe... En fait, je pense que le luxe, de toute façon, c'est quelque chose qui est toujours... j'étais toujours bien habillée. J'avais peut-être pas les habits de marque, mais j'étais toujours bien habillée. J'avais toujours la manicure, déjà depuis la Russie, tu vois. Pour moi, c'était normal. Donc, c'était pas... pour moi, d'ailleurs, la marque, être habillée en marque, ça veut pas dire d'être bien habillée.
Ce n'est pas... tu peux être mal habillée. Ce n'est pas la chose. Exactement, c'est la portée. C'est cette élégance naturelle. On l'a pas. Donc, voilà. Et puis, oui, j'ai évolué petit à petit, comme ça. J'ai acheté mon premier immeuble, je l'ai revendu, le racheté, etc. Voilà. Et à 55 ans, je me dis, non, mais stop. Stop, en fait, je crois que ça fait longtemps que je voulais faire le développement personnel. Très, très longtemps. Peut-être il y a 10 ans en arrière, j'aurais préféré encore partir dans le développement immobilier, mais pas le courtage, la vente, en fait. Et puis, de faire le développement personnel. Mais moi, je me dis, non, mais tu peux pas commencer ton métier à 45 ans, tu es trop vieille. Ah. Combien de temps tu vas pouvoir faire ça? Alors, attends, parce que du coup, on va venir à ton âge, parce que tu dis à 55 ans, moi, quand j'ai appris ton âge, je t'ai dit, je suis restée... Enfin, il n'y a pas grand-chose qui me laisse sans voix, parce que je suis très bavarde. Mais alors là, je suis restée mais choquée. Enfin, je me suis dit, mais incroyable. Incroyable. Donc, vas-y, termine. Comme ça, on dira ton âge. Et voilà. Et donc, du coup, bon, aussi, il y a 6 ans en arrière, j'avais 55 ans, donc le calcul... Oui, c'était il y a 6 ans, oui. Voilà. Et là, j'ai tout de suite commencé de faire comme d'hab. Je ne peux pas enseigner, entre guillemets, même si j'étais déjà enseignante, sans avoir une formation solide. Donc, j'ai fait le coach certifié ICF. Par la suite, j'ai fait le maître praticien en programmation neurolinguistique, que pour moi, la PNL, c'est vraiment les outils qui sont incroyables et qu'on utilise tous les jours, peut-être parfois même sans le connaître, et on n'utilise pas assez. Et c'est pour ça qu'on n'a pas, parfois, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Oui. Voilà. Oui, non, mais tu avais juste dit à 55 ans, je me suis dit non. Et donc, je me suis dit, mais voilà, donc ton âge, 61 ans. Mais, enfin, c'est quoi ton secret? Parce qu'on est là pour parler d'argent aujourd'hui, mais il y a un secret beauté aussi là. Oui, le secret beauté, et je te dis franchement, déjà de s'aimer. Ouais. Il y avait un moment, je me rappelle, je disais, mais, tu sais, j'étais aux États-Unis, une fois, je suis partie apprendre l'anglais. J'ai tout arrêté. J'ai stoppé mon agence immobilière. Je me dis, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Et là, je crois que j'avais 53, 54 ans, je sais pas. Donc, moi, j'arrive dans la salle, à l'école, où il y a les jeunes de l'âge de mes enfants. C'était encore assez gentil avec moi, quoi, qu'il me prenait pour maman, mais ça m'allait, quoi. Et c'était gentil. Et puis là, je me souviens, à Los Angeles, je faisais beaucoup de sport et je passe devant la fenêtre, comme ça, devant le miroir, et puis je me dis, un gros cul. Tu vois? Et après, je me dis, non, mais pourquoi t'es comme ça dur avec toi-même? Mais regarde un peu. Tu vois, c'est ça. Et je pense que le fait, c'est quand on commence à s'aimer. Moi, j'aime pas beaucoup le mot accepter, parce que souvent, on spécule un peu avec ce mot. C'est, tu dois accepter ton corps, tu dois accepter ton âge, tu dois accepter machin. Et puis après, on s'étonne pourquoi, quand même, je parle pas des gens malades, mais pourquoi les gens, ils sont en surpoids, pourquoi ils sont mal soignés, on a parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que, c'est tout est là. Parce qu'il faut accepter. J'ai encore entendu lors de mon audit dimanche, ou bien je sais plus, samedi, une fille qui m'a dit, finalement, si je réfléchis, si j'arrive pas à augmenter mes revenus, c'est parce que là où je vis, ça va, ça me convient. J'ai accepté mon niveau de vie et qu'elle peut faire beaucoup plus. Ma maman, qui était en surpoids, par raison, elle n'est pas dans la guerre et c'était compliqué, elle avait toujours ressenti la faim. Mais quand elle allait à la piscine ou bien à la plage, elle, ce qu'elle disait, super, tu sais quoi, elle est encore les plus grosses que moi. Donc, tu vois, ou tu es motivé par ça, ou tu te dis, mais non, tous les jours, c'est le sport. Ça ne se discute même pas. Donc, je sais pas, j'essaie de varier un peu. Aujourd'hui, ça ne se discute pas, vraiment. Je ne me pose pas de questions. Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Parce que je sais que c'est pour moi, c'est pour mon mental, c'est pour mon physique, tu vois, pour mon bien-être. Persévérance. Absolument. Ce que tu disais au début, et tu sais quoi? C'est vraiment de pouvoir sortir. La jeunesse, pour moi, c'est de pouvoir sortir tous les jours de sa zone de confort. C'est de tous les jours aller dans l'inconfort. Et quand tu vas... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'aller dans l'inconfort? La caméra, quand on ne sait pas la mettre, on veut filmer. Tu vois, au bout d'un moment, si tu veux le faire, il faut que tu apprennes. Oui. C'est ça. Et au début, c'est très inconfortable. Et c'est ça. Apprendre une langue étrangère, apprendre un nouveau métier, pourquoi pas? Je ne dis pas que ça peut être un hobby, ça peut être quelque chose comme ça. Et pour moi, le vrai secret de jeunesse qui nous maintient,
qui nous pousse à vraiment d'être heureux, c'est de sortir de sa zone de confort. Ouais, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, enfin voilà, c'est ce que je dis souvent à mes clientes. Enfin, quand tu apprends à faire du vélo, tu te dis pas j'arrête parce que. Ben non. Tu te dis ok, je fais du vélo, après je mets les roues. Enfin, d'abord je mets les roues, ensuite on les enlève, ensuite on continue, on avance. Et là, tu te poses pas de questions. Mais quand c'est dans le business, tu fais 2 stories et tu dis ça marche pas, j'arrête. C'est clair. C'est exactement ça. Quand un affaire commence à marcher, combien de fois il faut tomber? Ça aussi, je le dis. C'est exactement ça. Oui. Alors, voilà, on essaie 3 fois, on essaie 3 ans, et puis on dit non, c'est fini. Non, c'est pas fini, c'est que le début. Excusez-nous de vous dire, mais c'est que le début. Donc, il va falloir bosser encore. Hein. C'est clair. Moi, quand mon fils il avait 17 mois, il a commencé à marcher à 17 mois. Et avant, on me disait oh là là, tu te rends compte, il marche pas. Je dis t'as déjà vu un adulte marcher à 4 pattes? Non. C'est clair. Alors, vas-y, il va marcher, t'inquiète pas, mais laisse-le à son rythme. Oui. Mais c'est ça, en fait, c'est au bout de la 10e fois que tu fais quelque chose que tu peux dire. Bien sûr, là, ça devient une compétence. Voilà, ça devient, en fait, ça devient facile. Tu essayes, normal que tu n'y arrives pas du premier coup. Ça se peut que tout d'un coup, tu joues au basket et tu arrives à mettre dans le panier. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup travailler. J'avais ma maître d'armes d'escrime, une dame qui était incroyable. Elle disait, si tu veux réussir, tu fais 10 fois plus que les autres. Sylvie, il répète 10 fois, tu fais 100. Et c'est ça le secret. C'est de faire plus que les autres. Mais c'est ça, on dit que Michael Jordan, c'est un des meilleurs, je sais pas comment dire, c'est pas buteur sur le basket, mais c'est lui qui met le plus de paniers. Mais en fait, c'est celui qui a le plus raté aussi. Parce que c'est celui qui a le plus essayé, en fait. Bien sûr. Tout simplement, tu vois. C'est ça. La différence entre un gagnant et un perdant, c'est que le gagnant, il a fait plus de répétitions que le perdant. C'est ça. Puis il n'a pas lâché un moment. Et comment il s'appelle déjà? C'est Edison, celui qui a fait l'électricité? Qui disait... chez nous en Russie, c'était pas lui. Hein. Ah bon? C'était un Pavlov ou bien je sais plus quoi. Hein. Donc, bon, bref. À l'Union soviétique, c'était pas comme ça. On a que des risques qui ont tout créé. Donc. En tout cas, lui disait, oui, j'ai inventé l'électricité, mais j'ai essayé 1000 fois avant. Voilà. Et ça marchait pas avant. Voilà. C'est la 1000e fois qui a fonctionné. C'est sûr, comme tout. Du coup, au niveau du rapport à l'argent dans ta famille, c'était comment? T'as grandi dans quoi? Alors, écoute, un petit appartement. Ma maman, elle vit toujours là-bas, 40 mètres carrés. Cuisine 6 mètres carrés. Bon, on était super heureux. Tu vois, c'était bien. Et maman, elle avait jamais d'argent. Le salaire, c'était quand même très, très, très petit. Et à un moment, elle a dû aller travailler dans la restauration. Elle était comptable avant. Parce que là-bas, ça se gagnait un peu plus. Tu vois, tu pouvais faire un peu des trucs. Et pour boire oui. Et puis, tu pouvais de se faire un peu plus d'argent. Et c'est ça qui l'a poussée de partir, de faire ça. C'était le drame pour ma grand-mère, qui était technicienne dentiste et qui était une femme un peu... Elle était orpheline, on ne sait pas d'où elle vient, en fait. C'est pour ça qu'on peut chercher d'où on vient. Quand on dit que tu es un peu un objet non identifié, c'est un peu ça. Parce que ma grand-mère, elle était aussi un peu la femme comme ça, la femme forte, qui a énormément travaillé. C'est toujours elle qui a acheté les meubles, c'est toujours elle qui nous achetait des habits, les manteaux, parce que maman, elle n'avait pas. On avait des boîtes en plastique. Il faisait moins 40, mais on avait des boîtes en plastique. On n'avait pas de collants. Ces grosses comment il s'appelle, horrible. Moi qui est esthète, ces gros pantalons comme des skis, tu vois, tu me le mettais avec la robe à l'école. Ouais, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que le confort, j'apprécie. Et là, c'était comme ça. Et puis les premiers collants quand ils sont arrivés, quand tu as les jambes longues, il n'avait pas le stretch encore. Donc, il t'arrivait ici, c'était horrible. Mais voilà, il nous manquait... Moi, je dirais qu'il nous manquait de rien, finalement. Grand-mère, elle ne parlait pas d'argent. Ma mère, elle avait toujours un manque, en fait. Tu considères que tu as réussi aujourd'hui? Tout dépend ce que tu entends par la réussite. Mais non, mais c'est toi. Qu'est-ce que c'est la réussite pour toi? Pour moi, la réussite... Ma réussite, c'est mon prochain projet. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, à chaque fois, quand je fais quelque chose, je le fais avec amour. Pour moi, c'est obligatoire.
c'est dur, hein. Donc je dois surpasser, sortir de ma zone de confort et tout, parce que quand tu apprends des nouveaux métiers, quand tu apprends de nouvelles choses, c'est clair que c'est pas du tout... on n'a pas du tout... Tu vois, aujourd'hui, j'ai pris le train, je suis venue ici, il y a plein de gens qui diront, pourquoi tu fais ça, franchement. Et le prochain projet, et puis une fois quand c'est fait, tu sais, quand tu fais les examens, tu passes des examens. Tu mets toute ton énergie, tu es là-dedans pour pouvoir réussir ces examens. Donc, et une fois, quand c'est fait, tu te sens comme un petit peu en vide, tu sens un vide. C'est exactement la même chose, tu vois. Pour moi, c'est la même chose. Donc, moi, je ne peux pas vivre sans projet. Peut-être c'est ça aussi qui me maintient comme ça, jeune, parce que c'est le prochain. Ok, donc tu considéreras que tu as réussi... Jamais. Jamais. C'est ça? J'entends, tu vois, si on se dit que la réussite, c'est de pouvoir aller au restaurant quand tu veux, sans regarder de droite à gauche, mais de gauche à droite. Si tu sais que j'ai réservé mon hôtel ce matin, pour moi c'était clair, c'est 5 étoiles, tu vois, je veux dire, si c'est pour certaines personnes, ce sera ça la réussite. Pour moi, ce sont les outils de mon travail, de mes projets. Et la Valentina qui avait 25 ans, c'était quoi? À ton avis, c'était toujours ça ou c'est maintenant que tu as réussi à avoir ce que tu veux? Tu sais, souvent les gens m'ont posé la question, mais tu pensais qu'un jour tu auras une maison au bord du lac, que tu auras ci ou ça, que tu vas te trouver dans ces endroits magiques. Et j'ai pensé à ça quand j'étais la dernière fois à Dubaï, au restaurant, à l'hôtel 6 étoiles qu'ils ont construit. Et je rentre dans la chambre. Ça existe, ça, les 6 étoiles? Tu m'apprends à Dubaï, oui, ça existe. Ils sont plusieurs maintenant. Ah, incroyable. Oui. Okay. Donc, oui, imagine-toi ce que c'est quand 6 étoiles à Dubaï, c'est oui. Donc, tu arrives, j'ouvre la fenêtre, t'as la mer, t'as les fontaines en bas, c'est magnifique partout et tout, ça sent bon, etc. Et je me suis rappelée de cette question qu'on m'a posée. Mais est-ce que tu t'imaginais un jour de te trouver dans une chambre où sur la télé c'est marqué « Bonjour Madame Dizran, voilà vos brosses à dents dorées, etc. » Non, je ne pouvais pas imaginer parce que je ne savais pas que ça existe. Et peut-être à l'époque, ça n'existait pas encore. C'est qui disait ça? Ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait. mais tu vois, moi, je ne savais pas. C'est clair, pour une fille, même quand je suis arrivée à 26 ans, on a quand même vécu dans un pays sous rideau de fer. C'est par la suite, après les 90, qu'ils ont ouvert les frontières. Je passais encore par Berlin, on avait encore le mur. Donc, forcément, moi, je ne connaissais rien. Par contre, quand j'ai vu la première fois les Mercedes, on ne fait pas la pub, hein, les voitures allemandes à Berlin, ça ne m'a rien fait. Tu vois, je me dis, super, elles sont belles. Je n'ai pas dit, elles ont de la chance, nous, on n'a que des gigolis pourris. Je dis, c'est intéressant, elles sont belles, ces voitures. Ça tu penses que ça fait partie du mindset de Absolument, riche, ça, c'est le mindset de riche. Absolument, parce que le mindset de pauvre, c'est vraiment ceux qui n'arrivent jamais rien à cause de, justement, ces blocages. Et tu penses que tu as toujours eu le mindset de riche? Je pense que j'ai toujours eu le mindset de riche, oui. Il y a quoi d'autre dans le mindset de riche qui est important? Se dire que rien n'est impossible, ne pas être jaloux. Ça, c'est le pire cauchemar, c'est quand tu es jaloux sur les autres. Parce que là, c'est vraiment, voilà. Le mindset de riche, se dire que je mérite. C'est pas aujourd'hui, mais c'est un jour, tu vois. Pour moi aussi, le mindset de riche, ce n'est pas non plus trop se mettre les limites. Et les limites de temps aussi, tu vois. Parce que, tu vois, quand les gens ils font rire quand ils me disent « Mais où tu te vois dans 10 ans ?» Mais je ne sais rien. Vous avez vu qu'il avait de la guerre, qui a commencé, qui s'éclatait, il avait ça. Et ça passe... on a des choses, ça se passe très vite, donc on ne sait pas. Et quand tu te dis « dans 10 ans, j'aurai ma maison », ça s'appelle le syndrome de la vie différée, d'ailleurs, dans la psychologie. On appelle ça aussi le syndrome de l'hypothèque. Quand les gens ils disent « Voilà, une fois la maison payée, je vais commencer à vivre, tu vois. À la retraite, je vais commencer de vivre. Quand mes enfants ils auront 18 ans, je vais commencer de faire des choses que je n'osais pas. » Et puis finalement, ça finit par un divorce, ça finit par je sais pas quoi, la guerre. On a vu, tu vois, il y a pas longtemps. Ça change, ça bouleverse toute ta vie. Donc, vivre sa vie maintenant et pas la rêver, c'est ça? Et puis tu sais, cet objectif qu'on peut se fixer pour dans 10 ans, parfois,
on va être étonné qu'on peut l'atteindre très, très rapidement. Ouais, ben, c'est vrai qu'il y a un truc. Moi, je regardais beaucoup de femmes qui avaient réussi après 40 ans, parce que j'en ai 41. 42. Attends, j'ai quel âge? Je sais même plus. 42. Putain. C'est comme moi, t'as oublié. On compte les bébés, là. 6 mois, 8 mois. Et après 40 ans, on compte plus. 42. J'ai eu 42, putain. Et c'est vrai que je suis un peu comme toi sur le fait de dire, tu vois, j'ai eu une interview, on m'a posé la même question, genre, est-ce que c'est quoi ta plus belle réussite? Je dis la prochaine. Ouais, c'est clair. Et moi, c'est vrai que j'ai différentes versions de la réussite. Et une des versions, c'est effectivement d'arriver à mon premier million, et sur ma boîte, et sur mon compte perso. Et en fait, c'est pareil, je me mets pas d'objectif de temps, je ne sais pas quand ça arrivera, je sais que ça va arriver, mais je ne sais pas quand ça arrivera. Mais il y a des fois où tu te dis, c'est long, quoi. C'est long. Le chemin est long, et tu te demandes si ça va arriver, tu vois. Mais tu sais que tu vas l'avoir ou pas? Il y a des fois où tu te poses la question, mais c'est des moments où tu doutes. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton million? Oula, une maison au Portugal, ça c'est sûr. Investir dans d'autres trucs pour avoir plus de millions derrière. Gâter mes proches, aller plus dans des hôtels de luxe, parce que ça, c'est un de mes objectifs aussi. Ça, c'est un truc que j'aime faire. Ce genre de choses-là, quoi. Et tu penses que tu auras assez, 1 million avec tout ça? Non, j'ai dit mon premier million. Oui. Voilà, tu vois. J'ai dit mon premier million. Ouais, je sais que le premier million, je ne sais pas encore quand il va arriver, mais voilà, c'est un de mes objectifs, en tout cas. C'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, voilà, quand tu as des petits coups de mou, c'est normal. Tu te dis, c'est normal. Bordel. Tu sais que moi, je remarque, c'est beaucoup de gens, aujourd'hui, ils parlent de la retraite. Ouais. Tu vois, moi, dans 3 ans, je suis à la retraite. Mais elle est tellement misérable, cette retraite en Suisse, que franchement, ça va pas changer grand-chose. Et je vois les gens, ils se posent des questions déjà assez jeunes. Et c'est étonnant parce que 40 ans, c'est vraiment une tranche d'âge assez intéressante. Parce que c'est à partir de 40 ans aujourd'hui, t'as suffisamment de compétences pour pouvoir vraiment créer quelque chose d'intéressant et gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment parfait au niveau de timing pour moi. Parce que souvent, à 20 ans, les gens, tu vois, j'entends les gens parler, il faut mettre de côté à 20, à 30, etc. Mettre de côté, oui, mais pour acheter les compétences, pour acheter du temps, pour se lancer, peut-être, pourquoi pas, déjà dans les business. Déjà, se lancer. Peut-être se casser la figure, ça peut arriver, mais au moins, tu as déjà des compétences de ce roulement de l'argent que tu vas prendre à faire. Parce que de toute façon, que l'on veut ou pas, on n'a jamais assez d'argent. Et à la retraite, on n'aura pas assez d'argent si tu vas comme ça. Donc, du coup, c'est de faire, pour moi, 20, 40 ans, c'est vraiment des années à se construire, à apprendre, à vraiment investir en soi, tu vois, surtout, pour pouvoir tester plein de choses. Pourquoi pas travailler comme salarié? Souvent, j'entends que les gens, il y a beaucoup de critiques à ça. Tout le monde veut être indépendant. Mais avant d'être indépendant, c'est quand même intéressant aussi de passer par le salaire. Aussi de savoir ce que c'est hiérarchie, que les gens ne savent plus du tout, tu vois. Qu'est-ce que c'est parfois? Se la fermer et puis se dire oui, se remettre en question, peut-être elle a raison, l'autre, tu vois, etc. Et là, c'est aussi le mindset de riche, se dire, oui, je vais passer par étapes pour pouvoir apprendre, en fait, pour mieux construire après. Oui, tu vois, moi, j'ai beaucoup épargné, enfin, tu vois, j'avais plein, peut-être, ça dépend pour qui, mais tu vois, j'avais de l'argent de côté, etc. Et là, en ce moment, je suis en train de tout claquer pour continuer à me former, à me faire accompagner, parce que je sais que ça va me revenir en fois 1000. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que j'ai eu tendance justement à tout garder avant, peur de dépenser, peur d'investir, etc. Et en fait, là, je me dis, mais j'ai tellement grandi en 2 ans. Là, ça fait 2 ans vraiment que j'ai dépensé presque entre 80 et 100 000 euros. Les gens ne se rendent pas compte, ça va mais ça coûte ça. Ça vaut ça. En me faisant coacher, en me faisant mentorer, accompagner, en me formant, etc. Et en fait, déjà, ça m'est revenu. Enfin, j'ai des compétences et des
des croyances qui ont sauté, j'ai des compétences qui ont évolué, ça a changé ma vie. Donc je sais que tout ça va me revenir. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, comme je te disais, quand t'es un truc comme ça, tu te dis putain, est-ce que ça va vraiment revenir, tu vois? C'est normal. C'est normal. Et là aussi, je pense que le vrai secret, et peut-être le piège aussi, des gens qui commencent justement à s'investir en soi, parfois, même s'ils ont de l'argent de côté, ils ont tendance de commencer par les petits produits, tu sais, ces produits bon marché. Alors que j'ai envie de dire, tu investis 500 €, tu vas récupérer peut-être 500 €. Et c'est pas sûr avec une formation comme ça, tu vois. Tandis que quand tu investis en montant, je sais pas moi, 5, 10, 15 000, tu sais déjà que la personne avec qui demande ce prix-là, elle va déjà t'amener x2 minimum, voire x3, tu vois, plus, x10 peut-être. Parce qu'elle va t'amener, elle a ses compétences, cette force de donner, voilà, plus. Et puis c'est là à savoir, est-ce que tu veux toujours rester un peu souvent, tu sais, lors de la conférence, il y a beaucoup de femmes qui m'ont demandé pour ce plafond de verre, oui, mais parce qu'il y a un moment, il faut s'avouer que, ok, moi j'ai joué là, tu sais, quand tu investis, tout est proportionnel en fait. Tu investis 1 000 €, ben, t'as le gain qui est proportionnel par rapport à ça. Tu investis 1 million, le gain il sera différent aussi. Mais oui. Donc c'est vraiment bien choisir, parce que ça c'est le piège. Il a énormément d'argent pour moi qui gicle dans les produits bon marché, pas cher, tout ça. Ouais, mais j'ai fait cette erreur aussi. Enfin, parce qu'on se dit, tu vois, la première fois que j'ai eu... on m'a proposé un coaching, c'était 4 000 balles 6 mois, je crois, un truc comme ça. Et j'étais pas prête dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est trop. C'est ça. Quand je vois ce que j'ai investi aujourd'hui, c'est ça. Je me dis, mais en fait, j'aurais dû y aller. Mais je pense que j'ai dû passer par ces étapes-là pour pouvoir aller en fait, plus loin. Moi, je pense que le vrai secret de se dire, c'est pas combien je veux dépenser, qu'est-ce que je veux prendre à récupérer. Parce que tout dans la vie, pour moi, ce qu'on veut, tous les business et même la vie, c'est une histoire de réglage et de calcul. Si on calcule bien, tu vois, si on est honnête avec soi-même, et même quand on fait les investissements et tout, ben, il faut calculer juste. Si tu as quelqu'un qui te vend une formation pas chère et qu'il dit que tu vas gagner 1 million avec, ou bien encore, que j'ai vu l'autre jour, j'ai failli tomber dans les pommes, une formation, le prix de la formation, je ne vais pas dire les chiffres, supposons 5 000 €, tu vois, et vous pouvez l'acheter à 500 €. Ah oui, il fait les prix barrés comme ça. Expliquez-moi, mais arrêtez de tomber dans ces pièges. Et en plus de ça, on te vend des millions, mais si tu regardes bien un peu le décor, tu vois quand même que même pour le dentiste, c'est compliqué. Tu vois, donc la personne va même pas chez le dentiste, elle te vend les millions. Mais s'il vous plaît, mais un petit peu quand même de bon sens en fait. Et c'est ça le piège. Et c'est là où il y a beaucoup d'argent qui disparaissent. Parce que, mais moi ça m'est arrivé aussi bien sûr, où je vais faire tout moi-même, j'ai le temps, etc. Et tu perds un temps fou pour faire certaines choses, où tu te dis effectivement c'est trop cher parce que tu connais pas la valeur de ce que ça va t'amener. C'est ça. Oui, on n'a pas expliqué comment on s'est rencontrés, mais on s'est rencontrés au show Badass de Mélanie Monchot, à qui on fait un bisou aujourd'hui. Et franchement, c'était assez fou cet événement. Je pense que j'irai l'année prochaine. Je n'ai pas encore pris ma place, mais je pense que j'irai l'année prochaine parce que j'ai vraiment découvert Mélanie à ce moment-là. Moi, je connaissais Marine, qui a été une de mes mentors. Betty aussi, qui a été une de mes mentors. Et donc, du coup, je suis allée... pour elle, il y a aussi Sophie. Bon, elle a pas pu être là ce jour-là, malheureusement. Mais c'était 3 personnes que je connaissais. Je connaissais pas les autres. Et je t'ai découverte. Et mais je me suis dit, mais il faut cette femme dans mon podcast parce qu'elle est incroyable. Elle est drôle, belle, intelligente, riche. Il fallait que je t'aie. Mais voilà, je suis là, tu vois. Voilà. Pourquoi quels objectifs? Pourquoi quels objectifs? Parce que, en fait, moi, j'ai décidé de ne parler qu'avec des gens qui me tirent vers le haut et qui sont, pour la plupart, là où je veux aller. Parce que c'est comme ça, c'est en parlant avec des gens
qui sont allés là où tu veux aller que tu vas grandir beaucoup plus vite. Absolument. Donc, de m'entourer beaucoup de personnes qui sont comme ça, en fait, qui ont déjà les objectifs que je me fixe. Ben, c'est comme ça aussi qu'on grandit, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si tu as remarqué, au bout d'un moment, quand tu te développes, tu ressens que tu t'envies avec les gens qui sont là. Là où tu étais hier, c'est plus intéressant. C'est comme ça que tu pousses vers là. Oui, puis on dit, il y a cette fameuse phrase qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Si tu t'entoures que de personnes qui te tirent vers le bas, forcément, tu vas rester en bas, quoi. Oui. Alors que si tu t'entoures de personnes qui vont être au-dessus, alors sans être au-dessus, tu sais, on dit oui. Non, mais c'est nous qui le voyons comme ça. Voilà, mais qui sont là où tu veux aller, en tout cas, et tu vas aller beaucoup plus vite. C'est ça aussi le mindset de riche. Tu vois, parce qu'il y a énormément de gens qui disent, parce qu'ils ont un ego surdimensionné, pour que ça, ils sont pauvres d'ailleurs. Et puis, non, mais c'est vrai. Ils vont s'entourer des gens qui ont un peu peut-être moins de connaissances, moins de compétences. Et là, ils vont, tu vois, ils nagent là-dedans, c'est le bonheur. Parce que ils se sentent quelqu'un là-dedans. Et il ne va jamais évoluer. Parce que, comme tu dis, il va évoluer par rapport à ces gens-là qui sont ces 5 personnes. Ils sont peut-être gentils, mais ce n'est pas ça qui va te faire donner un coup de pouce pour le saut quantique, en tout cas. Ah, tu crois à tout ça? C'est les sauts quantiques, la spiritualité? Écoute, je crois que, bien entendu, qu'il a quelque chose. Maintenant, comme je t'avais dit, je suis quand même absolument persuadée que le travail est le travail, on peut dire ce qu'on veut, mais je crois en chance, c'est sûr, que le coup de chance, oui. Il faut le provoquer aussi. Il a plusieurs opportunités. Tu vois, par exemple, dans ma vie, la première opportunité, c'était de s'installer en Suisse. La deuxième opportunité, c'était d'acheter le premier immeuble. Je l'ai fait, je l'ai acheté aux enchères avec tous mes sous que j'avais. Tu peux dire, je claquais. Bah oui, j'avais tout ce que j'avais, il me restait plus rien. Donc, j'avais tout mis là-dedans. Ça aussi, tu vois, c'est une opportunité. C'est un risque, mais c'est une opportunité. Après, par la suite, il a eu d'autres opportunités. Et tu le saisis ou tu le saisis pas. Et ça, c'est aussi de la chance. Mais ça, pour moi, c'est aussi avoir quelque chose avec, bien entendu, avec la spiritualité, avec l'harmonie, en fait, l'intuition et tout ça. C'est quand même... c'est quand même lié avec l'univers que l'on veut le pas. En plus, l'argent, c'est une énergie, donc. J'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup marquée, de dire que c'est quand tu es prêt à tout perdre que tu es le plus capable de réussir, finalement. Que tu as fait avec ton immeuble. C'est comme ça, tout à fait. Parce qu'en fait, tu ne penses pas à la perte là-dedans. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est vraiment la pensée. C'est que dans PNL, on travaille beaucoup là-dessus. C'est comment tu réfléchis, comment tu penses. Si tu penses que je vais maintenant mettre tout là-dedans et je vais tout perdre, c'est très mauvais. Ou tu dis non, je vais le faire et je vais réussir. Parce que j'ai envie de réussir. Et c'est comme ça. Et c'est ça. Ben là, tu vois, j'ai pété mon PEL pour organiser un événement à Paris, un peu comme Mélanie. Oui, j'ai vu, mois de juin. Et en fait, voilà, il me restera plus grand-chose après si ça réussit pas. Mais je me dis, mais en fait, il n'y a pas de raison. Ça va réussir, tu vois. Je vais le faire et ça va être fou. Bien sûr que ça va être super. Ça va être fou. Ben, bien sûr. C'est quoi la liberté pour toi? La liberté, pour moi, c'est de dire merde. Non. À qui? À tous ceux à qui j'ai envie de... Non, la vraie liberté, pour moi, j'ai pas de rancune, tout ça. Aujourd'hui, je suis tellement zen, surtout avec le développement personnel. Il n'y a plus rien, en fait, tu vois, qui peut m'étonner. Mais pour moi, la liberté, c'est de pouvoir dire ce que tu penses, déjà. C'est de pouvoir s'entourer des gens que tu choisis. Tu vois, c'est de pouvoir dire non quand tu as envie de dire non. Ça, c'est la liberté. Parce que bien sûr, partir aussi en vacances quand tu veux, et tout ça, enfin voilà, c'est les détails. C'est aussi une sorte de liberté, mais pour moi, la liberté mentale, c'est vraiment de dire non, j'ai pas envie. D'ailleurs, depuis que j'ai beaucoup d'argent, honnêtement, pour moi, j'ai pas changé du tout. Je sais comme personne. Par contre, j'ai mis l'ordre. J'ai mis l'ordre avec certaines personnes, sans de nouveau rancune, sans de nouveau, tu vois, d'être malhonnête et tout. La PNL m'a bien aidée dans la communication. Mais moi, j'ai remarqué tout d'un coup, j'ai entendu les phrases qu'on me disait.
Les gens, quand tu racontes, tu viens, tu es inspiré, enthousiaste, tu parles de ton projet, la personne dit « je t'arrête tout de suite ». Ou, par exemple, on te dit encore « attention, fais attention ». Ça, c'est les peurs, tu vois, des autres. Ou encore « je te coupe tout de suite ». J'ai entendu aussi des phrases comme ça. Et tu vois, ce sont des phrases qui t'empêchent d'avoir des ailes. Parce que chaque personne, il n'a pas un projet s'il n'a pas de rêve là derrière, tu vois. Et si tu as une pensée qui a traversé ton esprit, et là, je crois à tout ce qui est spirituel, c'est tout d'un coup une pensée qui a traversé l'esprit. Pourquoi les riches sont riches? Parce qu'ils font tout de suite. Ils ne vont pas attendre que je vais faire 2 mois, après 2 mois. Je vais faire un podcast, je vais créer un podcast, je le crée aujourd'hui. Tu vois, tout de suite. Ils vont, bien sûr, peut-être ça ne va pas arriver le même jour, ça va prendre un peu de temps, le temps qu'il faut, mais ils ne vont pas lâcher. C'est ça. Et c'est ça. Et la liberté, pour moi, c'est de se dire, oui, aujourd'hui, j'écoute mon intuition, je fais comme moi je le sens. Et si j'ai envie de dire non, j'ai appris aussi. C'est poser les limites, quoi. C'est carrément, là, tu poses ton cadre. Tu poses le cadre pour les autres. À quoi tu dis non aujourd'hui? J'ai dit non, par exemple, aux gens que j'ai pas envie de fréquenter. Okay. Qui me disent, ouais, est-ce que tu viens? Non, je viens pas. J'ai dit non aux gens qui, par exemple, me donnent des conseils. Tu sais, ces conseils, quand on ne demande pas, et puis les gens, ils adorent ça. J'adore. Oui, c'est ça, c'est génial. C'est vraiment des grands... On les adore. Les conseillers, là, ces conseillers-là, c'est clair qu'en général, c'est justement autour d'eux qu'il faut regarder. Hein. Parce qu'une personne, on ne va pas rentrer dans la psychologie, là, mais c'est on va en parler un petit peu après. Okay. C'est la question d'après. C'est quoi une psychologue financière? Mais tu vas finir ta phrase. Oui, alors, écoute, la psychologie financière... c'est une étude de rapport qu'on a entre l'argent, notre comportement, nos émotions et nos croyances limitantes. Et ça, donc, ça existait avant toi? Parce que c'est la première fois que j'entends psychologue financière. Écoute, on l'appelle différemment peut-être. Je sais que ça commence à venir parce que les gens comprennent qu'on commence à comprendre tout ce qui est étudié, tout ce qui est neurologie. On voit ça beaucoup. Les coachs ils commencent à vraiment aller chercher. C'est là où je trouve que c'est très intéressant la programmation neurolinguistique parce qu'elle étudie vraiment tous nos comportements, nos émotions. Peur, joie, quand on dépense l'argent parce que tout d'un coup on est super content, ou bien quand on est tout d'un coup triste, etc. Donc l'émotion, elle agit beaucoup sur tout ce qu'on fait en fait. Mm-hmm. Quand on achète, c'est l'émotion qui parle. Donc après, il y a les croyances limitantes qui sont extrêmement présentes, mais vraiment. Encore, toujours. Tu peux vraiment, toujours c'est une croyance limitante. Alors, quand tu entends parler des gens et tu analyses un tout petit peu, c'est assez effrayant. Ça existe énormément encore autour de nous, dans les croyances, oui, et bien entendu le comportement. Parce que comme on dit, de toute façon, tout ce qui se passe, en fait, ça dépend de contexte. Et ça, la programmation neurolinguistique, elle nous explique très bien qu'en fait, on peut se conduire différemment dans les contextes différents. C'est quoi la croyance la plus ancrée chez tes clientes quand tu les... Que je ne mérite pas. Ça, je pense que chez les femmes, c'est pas pour moi, tu vois. Je ne mérite pas. Et pourquoi on se dit ça? On s'est expliqué que quelqu'un d'autre était plus important que toi. C'est pour ça, c'est de là que je dis, tombez amoureuse de vous-même, s'il vous plaît. Tombe amoureuse de toi-même. Du moins que tu tombes amoureuse de toi-même. Tu sais, tu dois... Tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, tu as dit ça, j'entends souvent, je vais gâter les autres autour de moi. Mm-hmm. Tu vois? Et ça veut dire c'est que tu te poses les autres, déjà, plus haut que toi. Ah, j'ai parlé de la maison au Portugal avant. Oui, c'est vrai. Non, ça, j'ai entendu. Oui, bien sûr. Mais pour dire que ça existe, tu vois, parce qu'on était éduqués comme ça. Ce sont des croyances. Ouais. OK. C'est quelqu'un d'autre qui mérite. Et quand quelqu'un d'autre qui te dit « Ah, mais tu sais, tu mérites », il faut quand même allumer un peu les lumières rouges. Il y a parfois un peu l'abus aussi derrière. Mais finalement, si toi, tu sais que tu mérites, il n'y a pas de raison que tu ne mérites pas. Si tu travailles, tu mérites le meilleur. Donc, voilà. C'est vrai. Tu dis que riche, c'est un choix. Oui. Ça veut dire quoi?
Ben, tu vois, par exemple, toi, tu rêves de ta maison. Ouais. Tu veux ton million, déjà pour commencer, hein, ton premier million. T'as le choix de construire quelque chose. Tandis que les gens qui se plaignent, qui ne font rien pour, tu vois, juste les conducteurs de canapé, j'adore ces gars-là, tu sais. Les femmes qui restent pendant des années que ces conducteurs de canapé. Les conducteurs de canapé. Tu sais, ce mec-là qui est là, qui conduit son canapé avec sa bière, ses chips, tu vois, et tout. Il scrolle, il regarde Netflix, il se touche, je ne sais rien. Enfin, tu vois. Enfin, lui et les nanas, elles vont encore bosser, elles vont encore le préparer à manger, ils vont lui faire des choses. Il croit en fait que les riches sont méchants, mais c'est son choix d'être là, sur le canapé, tu vois. Tu peux te lever et comme moi, tous les jours sans se poser des questions, d'aller au sport. Parce qu'on sait aussi que tout est lié, le corps, l'esprit et le cœur. Le corps, le cœur, l'esprit. Tu vois, donc, du coup, si tu es couché là avec tes chips, tu peux faire que d'engraisser comme un cochon, tu vois. Et puis, et c'est tout. C'est le choix de la personne où tu veux aller et tu vas casser les codes, où tu vas aller vraiment tous les jours d'apprendre quelque chose de nouveau. Rien qu'un mot peut-être dans une langue étrangère ou bien même dans la tienne. D'aller voir dans le dictionnaire, mais c'est quoi ce mot? D'aller demander un truc à ChatGPT. Ma vie. Tu vois? Mais il y a plein qui ne le font pas. Ouais. Tu sais, il y a encore plein qui disent, mais c'est quoi ces bêtises? Comment je vais mourir comme ça va très bien. C'est ça. Ok. Donc c'est un choix. Oui. C'est quoi l'équilibre entre liberté financière, mentale et physique? Tu disais que c'était, voilà, t'as le corps, l'esprit, etc. et le cœur. Mais est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Comment tu fais pour... combien d'heures tu travailles, toi, par exemple, dans une journée? Ça dépend. Je travaille comme je veux, mais beaucoup. Moi, j'aime bien, tu sais, ce que je fais. Et si je n'ai pas envie de travailler, par exemple, pour moi, le sport, ça ne se discute même pas. Donc, je sais que je vais aller tous les jours au sport. Je vais choisir mes programmes que je veux. Mais pour moi, c'est important. Et je pense que le vrai équilibre entre tout ça, c'est vraiment un état d'esprit de calme. Quand tu vraiment... Tu sais, on peut dire ça aligné avec toi-même. Mais j'aime pas, je trouve ce mot-là aussi, on l'utilise beaucoup trop souvent et enfin, à la fin, on sait même plus ce que ça veut dire. C'est vraiment de trouver ce calme à l'intérieur de toi. À se dire que, oui, tout d'un coup, on a un problème, tout d'un coup, on a ci, on a ça, les imprévus. Tu vois, rien que cet après-midi, pendant que j'étais dans le train, j'en ai reçu déjà 3 appels, mais je les ai réglés, tu vois. J'ai pas spécialement peut-être envie non plus, tu vois, déjà envie de jeter le téléphone, non, mais j'ai réglé un problème après l'autre en étant sereine, calme. Et quand tu travailles ton corps, quand tu travailles ton esprit, et quand, bien entendu, tu as de l'argent parce que c'est normal, tu es calme, tu calcules différemment. Quand tu prends des risques, quand tu investis, quand tu dépenses, quand tu gagnes, tu agis différemment. Parce que tu es calme, tu es en état de calme. C'est un truc que je répète souvent à mes clients. Je leur dis, ta capacité à réussir dépend de ta capacité à gérer les tempêtes. Bien sûr. Tu penses aussi, du coup? Absolument. De toute façon, les problèmes, ça dépend, tu vois. Ça sert à rien. On peut pas changer. Quand il y a un problème, il va toujours arriver, n'importe. Bien entendu, c'est souvent des choses qui n'étaient pas prévues. C'est juste notre manière comment on les règle. On va dire, oh, ma mamie, être en colère, etc. et tout. Ou tu te dis, ok, bon, là maintenant c'est ici, comment on va faire? Par quoi on va commencer? Ils vont commencer à régler. Et c'est tout. Il y a des gens qui se disent, quand je serai riche, j'aurai plus de problème. Lol, non? Mais bien entendu. Ouais, est-ce que tu penses que justement, plus t'es riche, plus t'as des problèmes à gérer? Je pense pas qu'il y a des problèmes à gérer. Tu le prends aussi différemment. Parce que les gens riches, ils les gèrent différemment, ces problèmes aussi, tu vois. C'est clair que t'as plus à perdre. Quand tu as plus d'argent, tu as plus à perdre. Forcément. Mais ce qui est intéressant, et je pense que c'est de là aussi ça vient la sérénité, quand tu te dis, pourquoi je te dis à partir de 40 ans, tu peux vraiment commencer à créer, parce que tu apprends en fait une compétence, tu te dis, ok, j'ai suffisamment de compétences aujourd'hui, que si j'ai déjà fait ça une fois, je le ferai une deuxième ou troisième fois. Et là, les gens, on voit beaucoup des personnes fortunées dans l'histoire qui ont perdu pendant la guerre, pendant ci, pendant ça, la bourse, n'importe. Mais ils sont su se reconstruire parce qu'ils ont déjà passé par là. Donc, deuxième, troisième fois, c'est plus facile.
Ça enlève la peur de l'échec, ce que tu viens de dire, je pense. La peur de l'échec, je pense qu'elle existe toujours. Elle existe toujours, c'est normal, c'est la peur. Mais tu vas dans la peur. C'est clair que tu as plus à perdre, tu vois. Mais c'est quand tu te dis, OK, et si je veux perdre tout ça, finalement, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Tu vois, et plus que tu as, plus tu t'habitues, et moins finalement, tu es impressionné. Tu sais, moi, je vois les filles, quand elles veulent le sac, le mec, il demande... Non, mais attends, elle fréquente un vieux, puis l'autre, elle demande, tu veux quoi? Ah ben, je veux un sac, je veux un sac de marque et tout. Mais non, mais demande une formation. Mais demande une formation. Parce que le sac, on peut te le reprendre. Le sac, au bout de 10e, ça n'a plus aucun intérêt. Tu l'utilises même plus, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment comme ça. Tandis que ce que tu as en toi, il n'y a personne qui peut te reprendre. C'est une richesse. Le dernier podcast, j'avais interviewé Margot Klein, qui habite en Suisse aussi, du coup, et qui est une de mes mentors. Et elle me disait que pour elle, ce qui était le plus important pour elle, c'était le temps. Est-ce que toi aussi? Oui, le temps, en fait, c'est de l'argent, bien entendu. Et les gens, justement, riches, ils achètent le temps. Ce qu'on ne comprend pas, ça commence déjà par une chose toute simple, c'est d'engager une femme de ménage. Tu te rends compte combien ça coûte? Je me souviens. Il fallait quand même passer le cap, hein, pour se dire, mais attends, je pourrais économiser cet argent, je sais pas moi, 50 francs. Et toute la journée, tu tapes le ménage. C'est pas que je déteste le faire. J'aime bien, ça me dérange pas. Moi, je déteste, mais alors, en fait, tu t'imagines, tu gagnes rien, tu gagnes 50 francs. C'est tout ce que tu as gagné. Donc, le temps, c'est évident. C'est une richesse incroyable. C'est quoi l'étape que 90% des femmes veulent sauter et pourtant c'est la clé? Prendre une décision et d'aller actionner. Vraiment. Passer à l'action. Quand une femme reprend le pouvoir sur son argent, tu vois quoi changer chez elle en premier? Qu'est-ce que pour toi, reprendre le pouvoir sur l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est pas pour moi, c'est plus pour toi. C'est comment tu le vois, le fait... Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment prendre le pouvoir? Ou est-ce que c'est justement accepter que c'est une énergie? Moi, je pense que la femme, déjà, elle va un petit peu différemment. Okay. L'argent, parce que c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus sensible que l'homme. Tu vois, l'homme, c'est les chiffres, et puis la femme, elle va le prendre avec ça. Même si elle est dominée par une énergie masculine, elle va quand même le prendre avec plus de sensibilité, tu vois. Le mot pouvoir chez la femme, j'ai rarement entendu, tu vois. C'est les hommes qui adorent le pouvoir. On peut dire oh non. Et même quand il va diriger, une femme, elle dirige sa famille comme elle dirige son entreprise. Une femme, tu vois, c'est pas la même manière. Un homme, quand il dirige son entreprise, un patron qui est un mec, il est très différent de la femme. Ça existe, bien entendu, les femmes qui sont très dures, qui ont vraiment... Mais en général, je pense que quand une femme elle commence à avoir de l'argent, elle prend ça comme un ami, tu vois. C'est pas le pouvoir, c'est son allié, en fait. Ok. Toi, tu considères l'argent comme ton ami, ton allié? Oui, parce que lui me permet de faire réaliser mes projets. Le pouvoir, c'est quoi au bout du moment, tu vois? Mais non, mais tu vois, c'est pour ça que je préfère que ce soit toi qui définisse. C'est un mot vraiment qui je cherche pas le pouvoir, tu vois, déjà, donc c'est foutu. Ok. C'est quoi le pire conseil qu'on donne encore aux femmes sur l'argent? Épouse un homme riche. Tu vois, c'est important pour toi que les femmes, elles soient indépendantes? Bien sûr que c'est important. Parce que ça nous amène une certaine sérénité, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on saura, tu vois, toujours subvenir en tout cas ses besoins. Et puis, en plus de ça, la femme, quand elle est indépendante, elle peut aussi choisir ses conjoints. Elle peut aussi, comme un homme, choisir son patron. Elle peut choisir l'endroit où elle travaille. Elle peut choisir l'endroit où elle vit. Avec qui, tu vois, elle vit et qui elle fréquente. Donc, c'est plutôt là. Si tu pouvais interdire une phrase dans la bouche des entrepreneuses, ça serait quoi? Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible? Ok. Pourquoi? On entend encore souvent. Moi, j'entends quasi tous les jours, partout où je vais. Ah non, moi, j'arrive pas à le faire. Ah non, c'est pas possible. Et quand tu commences... C'est une croyance limitante, tu vois. C'est comme je te posais tout à l'heure la question. Tu te dis, ok, et tu peux m'expliquer? Parce que je veux te démontrer que c'est pas du tout le cas. Tu vois? Et quand tu commences un peu à creuser là derrière, que finalement, si tu as cette idée de pouvoir le faire, tu peux le faire. Pour toi, tout est possible? Pour moi, tout est possible, oui.
Ok. Du moment que ça te parle de le faire, tu vois. Oui. Trop bien. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot pour la fin, que les femmes doivent retenir à fond? Moi, je pense que les femmes, comme je dis, tombez amoureuses de vous-même. Vraiment, je pense que je vais toujours le répéter. Priorisez-vous. Priorisez, c'est très important. Parce que de nouveau, la même chose, quand on parlait maintenant de la liberté financière, de l'indépendance financière, quand toi, tu es libre et indépendante financièrement, tu vas pas attirer les conducteurs de canapé. Tu vas pas attirer les débiles, tu vois, qui vont profiter de toi. Conducteurs de canapé. Mais c'est vrai. Incroyable. Et tu vas attirer les gens qui sont intéressants. Alors que les femmes, elles sont incroyables. Je sais qu'on a beaucoup de critiques là. Moi, je reçois parfois les commentaires sur mes vidéos. Sur mes vidéos, quand même pas tristes. Mais là, je vois déjà, c'est le gars qui est en train de manger ses chips, tu vois. Donc, ça me fâche pas, de toute façon. Mais vous attirez les hommes qui vous méritent pas. Mais voilà. Donc, quand tu es indépendante, tu es tellement sûre, tellement bien, que l'homme, il va t'apprécier 10 fois plus, un homme bien. Et voilà. Comment tu gères les haters, toi? Comment je les vis? Comment tu les gères, ouais. Ah, très bien. Moi, écoute, tu sais que souvent, ça arrive qu'ils peuvent devenir tes clients. Tu vois, tout de suite. De toute façon, si il n'a rien dans le plot, donc tu vois, enfin, je ne réponds pas. Alors, ce qui est super intéressant avec les haters, je trouve, c'est de ne pas se fâcher. Parce qu'en fait, ce n'est pas de leur faute. Ce sont les gens qui ignorent. C'est de nouveau, ils sont bourrés des croyances limitantes. On les a appris que c'est comme ci ou comme ça, que la femme doit rester au fourneau, que la femme, c'est une meuf, tu vois, etc., etc. Donc, eux, ils ne peuvent pas comprendre. Pour lui, c'est normal. Ils croient se faire intéressant parce qu'ils répètent les paroles de son papa, peut-être de son oncle, de son frère, grand frère. C'est comme ça, ou ses copains. Alors, forcément, mais qu'est-ce que je me fâche avec lui? C'est pas de sa faute, ou bien les femmes parfois aussi. Souvent, ce sont des gens qui ont envie de vivre ta vie. Et puis, forcément, quelque part, tu les déranges. Parce que, voilà. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé. C'est tout d'un coup, je vois un commentaire qui me parle un peu, qui peut être très, très violent. Je commence à répondre. Et on commence à entamer une conversation. Et j'ai eu 2 cas. Les femmes, vraiment, elles sont devenues mes clientes. Incroyable. Génial. Voilà. Parce que tu l'as bien pris et tu leur as ça sert à rien de se fâcher avec les gens. Oui, je suis d'accord. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup Valentina. C'était un plaisir de t'avoir et de t'apprendre à te connaître plus. Et j'ai hâte de partager ça avec le monde entier, évidemment. Oui, merci. À bientôt. À bientôt.